Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous ce soir. Merci aux internautes qui nous suivent actuellement en Facebook Live. Le sujet qui nous réunit ce soir est la carte de presse. Dans une maison comme le Presse Club, ça semble une évidence. Et le thème plus précisément est comment l'avoir et surtout comment la garder. Donc la carte de presse, vous le savez, permet aux journalistes professionnels de justifier de leur activité et surtout d'un statut professionnel. Et ce, depuis la loi qui a été adoptée à l'unanimité du Parlement en mars 1935, si je ne me trompe pas. Donc nous allons faire un point aujourd'hui avec nos invités. Bénédicte Vautelet, qui est vice-présidente de la commission de la carte des journalistes professionnels, et Bénédicte Faure, qui est membre du collège journaliste, et qui vont nous répondre sur toutes ces questions qui sont inhérentes à son obtention. Peut-être je vais commencer par vous, Bénédicte, pour la première question. La première carte de presse, elle a été attribuée quand ? Alors, la première carte de presse date en fait de la mise en place de la commission de la carte des journalistes professionnels, qui est une spécificité française quand même, et elle date effectivement de sa mise en place, donc de 1936. Donc un an après la loi. Un an après la loi, tout à fait. Après la loi Brachard, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se compose la commission qui l'attribue ? Oui, bien sûr. Alors, la commission est paritaire, c'est-à-dire qu'elle est composée pour moitié de représentants professionnels et syndicaux de syndicats de journalistes. Donc, il y a donc 8 membres titulaires et 8 membres suppléants représentant les journalistes, et pour moitié de représentants de syndicats patronaux, des patrons de presse et agences de presse également, d'ailleurs, représentant les différentes formes de presse, presse quotidienne nationale, presse quotidienne, presse régionale, agences de presse, audiovisuel privé, audiovisuel public, j'en oublie, mais donc il y a également 8 représentants des syndicats patronaux qui siègent à la commission de la carte de presse. Alors, ces membres sont nommés, sont élus. Alors, peut-être Geneviève. Geneviève, oui. Vous qui faites partie du collège journaliste, vous avez été nommé ou élu ? Alors, les journalistes sont donc élus pour 3 ans. Par leur père. Voilà. Ce sont des listes présentées par les différents syndicats et tous les journalistes, c'est-à-dire les 35 000 et quelques journalistes de France, sont invités à voter tous les 3 ans pour élire donc les représentants à la carte de presse, les représentants à la commission plénière, mais aussi des représentants régionaux, puisque dans chaque région, nous avons du côté journaliste un titulaire et un suppléant, et du côté des employeurs, de la même façon, un titulaire et un suppléant. Et donc, je précise que du côté des fédérations d'employeurs, ils sont nommés par leur fédération. Et même pour l'audiovisuel public, c'est le ministère de la Communication qui nomme ce représentant. Pour des mandats de 3 ans, c'est ça ? Oui, pour des tout le monde a un mandat de 3 ans. Très bien. Qui sont renouvelables ou pas ? Oui, les mandats sont renouvelables. Sans limitation. Oui. Il faut juste justifier d'une activité de journaliste et puis je crois qu'on peut faire encore 1 ou 2 mandats si après on est à la retraite. Il faudrait être extrêmement précis sur ce point-là. Je pourrais le faire si la question revient. Alors, la question de base, comment est-ce qu'on l'obtient, cette fameuse carte de presse ? Vous avez préparé quelques éléments. Alors, il faut déjà satisfaire à certains critères d'ordre juridique, et puis après, il faut présenter un dossier. Mais ça, c'est pas ça qui vraiment nous occupe aujourd'hui. Le côté administratif n'est pas ce qui nous occupe. Pour avoir une carte de presse, il faut être un journaliste professionnel, c'est-à-dire occuper à titre régulier, principal et rémunéré une activité journalistique. Et ça, tout est défini d'ailleurs par le Code du travail. C'est le Code du travail qui définit effectivement tout ce qui régule le statut du journaliste, mais également le fonctionnement et la création et le fonctionnement de la commission de la carte de presse. Donc il faut à la fois avoir une occupation principale, régulière et rétribuée en tant que journaliste professionnel, dans une entreprise de presse ou une agence de presse, et c'est cumulatif, en tirer le principal de ses ressources professionnelles, bien sûr.
Alors, ce que je peux ajouter, c'est que évidemment, ça, c'est l'article de loi. Hein, c'est la loi qui date de 1935. C'est toujours ça qui régit l'attribution de la carte de presse. Alors, comme vous le voyez, c'est juste une phrase un peu courte et un peu tautologique. C'est-à-dire qu'un journaliste est celui qui travaille comme journaliste. Mais en fait, chaque mot est important. C'est-à-dire qu'une occupation principale, ça veut dire qu'il faut travailler plus de 50% de son temps comme journaliste. Vous pouvez avoir une autre occupation, hormis des cas particuliers qu'on verra peut-être plus tard, qu'on appelle nous des incompatibilités, par exemple en matière de communication ou des activités d'attaché de presse. Ça, donc, c'est l'activité principale. Activité régulière et rétribuée, c'est-à-dire qu'un journaliste bénévole qui n'aurait pas de salaire ne peut pas être reconnu comme un journaliste professionnel. J'insiste sur le fait que nous attribuons une carte professionnelle. La commission de la carte, elle n'est pas là pour dire qui est un bon journaliste, qui est un vrai journaliste. Elle est juste là, et c'est ça que le législateur a mis en place en 1935 pour distinguer des journalistes professionnels de journalistes amateurs, qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, mais simplement des journalistes dont c'est le métier. Donc, c'est ainsi qu'on distingue des journalistes professionnels quand ils travaillent dans des entreprises de presse. Une entreprise de presse, voilà, il y a une commission qui leur attribue aussi, qui les reconnaît pour des radios, l'autorisation du CSA, etc. Donc, cette petite phrase, elle est en fait ce qui soutient nos décisions. Et après, évidemment, on y viendra sûrement au cas par cas. Il faut évidemment avoir travaillé 3 mois pour les premières demandes, etc. On peut y venir après, plus tard, dans les détails. Mais rappeler qu'il faut que 50% des revenus viennent d'une activité journalistique. Oui, c'est très important. C'est très important. C'est au moins 50%. Alors, c'est vrai que ça fait partie, par exemple, des cas limites qu'on va étudier en commission, puisqu'il y a beaucoup de dossiers qui sont renouvelés régulièrement tous les ans. Je crois que tous les journalistes savent qu'il faut renouveler sa carte tous les ans. Elle n'est pas attribuée comme le permis de conduire pour toute la vie. Donc, tous les ans, il faut représenter un dossier. Tous les ans, il faut prouver qu'on travaille encore comme journaliste. Et donc, on a bien 50% de ces revenus issus du journaliste, qui pour certains pigistes peut être parfois difficile, parce qu'on le sait, les conditions d'exercice, on sait les difficultés de la presse. Parfois, on est obligé de faire autre chose à côté. Donc, ce n'est pas ça qui vous empêche d'avoir la carte de presse. Il faut juste veiller à ce que, comme le dit l'article de loi, ce soit l'occupation principale. Alors, compte tenu de l'évolution et des difficultés de la presse actuellement et par conséquent des journalistes, est-ce que ces conditions ne sont pas devenues un peu trop draconiennes maintenant ? Alors, on s'adapte. C'est bien pour ça qu'on siège et que un jeudi sur 2, nous siégeons en commission. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul refus de carte de presse qui n'est pas d'abord vu en commission plénière avec les 16 membres, 16 commissaires que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, chaque dossier est débattu et regardé finement au vu des pièces. Et effectivement, alors on est amené à regarder chaque dossier au cas par cas, à regarder les circonstances de fait, tout en respectant effectivement la loi. C'est un peu ce qui fait après notre jurisprudence. Effectivement, le métier a évolué, on a su s'adapter à toutes les évolutions sur, évidemment, les journalistes sur Internet. On s'est adapté à chaque évolution des différents métiers et des différents supports de presse, puisque nous avons reconnu, par exemple, la presse en ligne très tôt. On a été parmi les premiers à la reconnaître. Oui, je complète. Il y a plus de 35 000 journalistes. Il y a seulement 1000 dossiers qui sont étudiés en commission chaque année. Et sur ces 1000 dossiers, il y a entre 5 et 600 refus. Donc, vous voyez que c'est une infime partie des dossiers qui sont refusés. Les refus sont essentiellement liés à quoi ? Alors, les refus sont très divers, à des activités minoritaires, donc ça, on en a parlé, à des revenus insuffisants. Mais là aussi, quand votre question était est-ce que les conditions sont draconiennes, certains peuvent le penser, mais par exemple, sur les revenus, la commission n'exige que
un demi-SMIC. On est obligé de... Bon, le législateur nous a rien dit. Hein. Il dit occupation principale, régulière et rétribuée. Avec combien on vit en France? Bon, ça, c'est un vaste débat. La Commission, depuis des décennies, estime que on prend à peu près la valeur du SMIC en France et la moitié du SMIC est demandée. Voilà. Ça, c'est, par exemple, ça, c'est des refus. Et après, on peut avoir des refus qui sont autour du statut de l'entreprise de presse. Si c'est une municipalité, par exemple, il y a des journaux municipaux. Là, ça, c'est une incompatibilité, par exemple, si la personne est agent de la fonction publique. Et puis, on a d'autres statuts. Évidemment, on y viendra peut-être. Le statut d'intermittent, par exemple, qui est incompatible, puisque les intermittents relèvent d'un autre régime que les salariés. Voilà. Pour parler du statut, pour le coup, c'est un élément important, parce que je vais donner un exemple d'un journaliste qui était là aujourd'hui. Il a fait une interview ici. Il travaille pour M6 par l'intermédiaire d'une boîte de prod. Alors, il regrette de ne pas être là ce soir, mais je lui ai dit, je vais profiter pour poser la question. Donc, dans sa boîte de prod a décidé de l'enregistrer comme réalisateur et pas journaliste. Et il me dit, à cause de ça, je suis embêtée pour le renouvellement de ma carte de presse. Je fais un travail de journaliste, j'ai fait l'enquête, je fais les interviews, etc. Mais la boîte de prod, pour 10 milliards de raisons qui m'échappent moi personnellement, a décidé de le mettre en tant que réalisateur. Il est embêté. Autre exemple, on s'aperçoit que dans les médias aujourd'hui, ce qui semble une aberration, on demande de plus en plus aux journalistes pigistes de se déclarer en tant qu'auto-entrepreneurs. Comment font ces gens qui ont une activité journalistique, mais pour pouvoir manger, tout simplement, et avoir un salaire de leur travail de journaliste, on leur demande d'être auto-entrepreneurs. Donc, j'ai envie de dire, ils ont une double peine. Ils ont une double peine, en fait. C'est des dossiers et qu'on c'est voit l'écosystème souvent, des médias aujourd'hui qui sont en difficulté, on ne va pas se cacher, on le sait, l'écosystème des médias est compliqué aujourd'hui. De ce fait, les journalistes ont ce genre de problème. Alors moi, je veux bien répondre, mais évidemment que c'est une question très importante, puisqu'elle nous revient régulièrement. Bien sûr que la majorité des journalistes qui, avec vos deux exemples, subissent cette situation. On voit par exemple pourquoi certaines boîtes de production demandent à certains de leurs journalistes d'être déclarés en tant que réalisateurs. Parce que par exemple, c'est un exemple, sur un documentaire, la société de production va demander une aide au CNC. Le CNC, c'est le Centre national de la cinématographie qui délivre des aides pour les documentaires. Or, si vous faites une œuvre cinématographique et que vous avez une aide au CNC, vous ne pouvez pas employer de journaliste, puisque les statuts sont différenciés. Donc, les boîtes de production font ce choix-là. Qui en pâtit? Le journaliste, par exemple. Oui. Ce qui est compliqué, c'est qu'on nous demande à nous, qui sommes le thermomètre de la profession, de changer les règles. C'est pas possible. C'est-à-dire que nous ne reflétons que la réalité sociale, j'allais dire. Cette réalité sociale, elle est difficile aujourd'hui. Sur le deuxième exemple des auto-entrepreneurs, moi, je ne suis pas ici en tant que représentant du syndicat national des journalistes. Il n'empêche que de nombreux journalistes aidés de syndicats, aujourd'hui, se battent, j'ai envie de dire ça, pour être reconnus comme salariés, parce que ce statut d'auto-entrepreneur ne les protège pas du tout. Socialement, ça les empêche d'avoir la carte de presse. Simplement, moi, ce que la commission dit, c'est qu'elle ne peut pas faire en dehors de ce que le législateur lui a prescrit. Mais en plus, alors là, on est dans une situation un petit peu différente. C'est-à-dire que nous, on dit que ce sont aux employeurs de respecter les règles, puisque les employeurs sont tenus de rémunérer les journalistes en salaire. J'ajouterais qu'effectivement, le statut de journaliste est prévu par le Code du travail. Donc, c'est censé être un salarié. Donc, s'il sort du statut de salarié en tant qu'auto-entrepreneur, il ne relève plus du Code du travail. Et nous, la commission aussi relève du Code du travail. Et il y a d'ailleurs un article du Code du travail, dont je n'ai plus la référence, mais je pourrais vous la donner, qui stipule bien que le travail de journaliste doit être un travail salarié.
Donc, en fait, et aussi, ça peut paraître paradoxal, mais ne pas accorder la carte de presse à des personnes qui sont auto-entrepreneurs, c'est aussi les protéger. C'est parce qu'effectivement, leur vrai statut, c'est celui de salarié. Ils peuvent aller le reconnaître en justice. J'avoue, ça peut être un long périple, mais en justice, au tribunal, au prud'homme, ça sera reconnu. Ils auront la reconnaissance de leur statut de salarié et ils pourront alors s'en prévaloir devant leur employeur et devant la commission de la carte. L'origine même de la loi Brachard en 1935, qui a créé le statut de journaliste, c'était pour les protéger, parce que c'était des personnes un peu... c'était difficile à l'époque, le métier de journaliste, c'était des personnes un peu précaires, et ils ont créé ce statut de salarié précisément pour protéger leur statut. Et donc, c'est dans le Code du travail, et ça perdure aujourd'hui. Je pense que c'est important. Oui, j'insiste vraiment sur cette idée qui peut sembler paradoxale, mais le fait qu'on reste dans les clous législatifs protège les journalistes. Si la commission de la carte se mettait à délivrer des cartes aux auto-entrepreneurs, vous pouvez être sûr qu'en 1 an, 2 ans, il n'y a plus de pigistes. Il n'y a que des auto-entrepreneurs. Et ça, ce serait vraiment extrêmement dommageable. On en reviendrait aux années 20, aux années 30, où les gens étaient payés à la tâche et n'avaient aucune protection. Donc je pense que s'il y a un combat à mener, tous autant qu'on est, mais c'est vraiment de faire reconnaître la loi, tout simplement. Mais bien sûr que certains jeunes journalistes en pâtissent. Hein. Mais... ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à demander, à revendiquer, en tout cas à essayer d'expliquer. Parfois, quand on comprend l'origine de la commission de la carte, le cheminement et cette protection que donne la carte, ça aide parfois à avoir des arguments quand on est jeune journaliste. Alors, vous parliez des jeunes journalistes. Moi, il se trouve qu'on est souvent ici en contact avec des écoles. Et moi, je suis toujours surprise, on l'avait évoqué quand on a préparé le débat, de voir des jeunes journalistes dire « Oh ben moi, je ne demande pas, de toute façon, ça ne sert à rien ». Donc moi, franchement, ça me fait froid dans le dos, déjà. Mais est-ce que vous pensez que c'est un acte militant où vraiment ils pensent que ça ne sert à rien et qu'on a quand même un problème de reconnaissance de la profession aujourd'hui, y compris par ceux qui vont le devenir ? Bon, moi, je peux répondre encore vraiment très précisément. D'abord, je pense que la carte de presse, elle garde encore une grande force et une aura. Il n'y a qu'à voir les fils Twitter, où quand de jeunes journalistes ont leur carte, ils la mettent assez fièrement sur Twitter et ils sont félicités par leurs jeunes confrères ou consoeurs. Voilà. Et puis assez vite, ils se rendent compte de l'intérêt d'avoir la carte de presse. Alors, à quoi ça sert ? Outre le fait d'être protégé, comme vous l'avez expliqué, elle sert à quoi ? Alors déjà, juste un point sur les statistiques. Récemment, il y a un peu moins, on verra tout à l'heure les statistiques de journalistes. Il me semble avoir vu mais c'est important, je pense, de le montrer à ce stade par rapport à votre question. C'est-à-dire qu'on a noté l'année dernière, certes, un peu moins de journalistes, mais plus de nouveaux entrants. Donc, les statistiques nous amènent de ce que je viens de dire. Peuvent depuis nous faire 2 penser. Et c'est vrai qu'on va beaucoup dans les écoles, on va beaucoup expliquer l'intérêt de la carte de presse. Il y a aussi un travail de notre part à faire là-dessus. Alors, avant que je vienne sur les chiffres, il y a un intérêt tout simplement salarial, c'est-à-dire que la carte de presse, elle définit le début de votre carrière. C'est-à-dire que, vous pouvez le prouver devant un tribunal, de dire que vous avez commencé à travailler à telle date. Simplement, si vous pouvez apporter votre dossier de carte de presse en disant à telle date j'ai eu la carte de presse, il y a 25 ans ou il y a 3 ans, là c'est très facilement reconnu, quoi. Donc tous les 5 ans, il y a des augmentations prévues par la convention collective quand on a la carte de presse. Ça s'appelle l'ancienneté professionnelle. Donc ça, c'est important. Il y a, en cas de cession de l'entreprise, ça arrive souvent, l'Express est vendu, ses salariés peuvent démissionner en disant que le nouvel actionnaire ne leur convient pas, ils toucheront le chômage. Voilà. Ça, c'est un privilège, on va dire, des journalistes. Et puis après, dans la pratique quotidienne, moi, je suis reporter de terrain. Donc aujourd'hui encore, j'étais au tribunal.
17e arrondissement, magnifique tribunal pour couvrir les décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron. Énormément de presse, beaucoup de jeunes journalistes, beaucoup de ça. Mais que font les policiers? Est-ce que vous avez une carte de presse? Qui me dit que vous êtes journaliste? Je dis, j'ai une carte de presse. Ok, allez-y, les audiences sont publiques. Il y a trop de monde, il y a des militants, il y a des activistes, il y a, voilà. La préfecture a dit cette manifestation, elle est interdite. Moi, ma carte de presse, là, dans ce cas précis, elle me protège et elle me sert à travailler. Parce que là, sauf exception, ils ne peuvent pas m'interdire de passer puisque, encore une fois, l'audience est publique. Et dans la loi, le journaliste a le droit de rentrer dans la salle d'audience. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai montré ma carte de presse à peu près 10 fois dans la journée. Donc, le jeune journaliste qui me dit « ça ne sert à rien », qu'il vienne avec moi. Oui, et puis la carte de presse, alors c'est vrai qu'on peut s'appeler, on peut se dire je suis journaliste sans avoir de carte de presse, mais la carte de presse, c'est vraiment un outil de travail, c'est vraiment un sésame, ça sert aussi à des journalistes sur des théâtres de guerre dans certains pays. C'est une spécificité effectivement française, j'en parlais tout à l'heure, et elle sert aussi pour, certainement vous connaissez le secret des sources, c'est vrai que grâce à la carte de presse, ça aide beaucoup. C'est très important pour le secret des sources. C'est une condition, en tout cas, c'est un sésame pour le secret des sources. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'on peut être journaliste sans carte de presse. C'est-à-dire que c'est pas un ordre, hein. C'est pas comme les médecins. Un médecin n'a pas le droit d'exercer s'il ne fait pas partie de l'ordre des médecins. Un avocat, c'est pareil. Le journaliste, non, il a le droit d'exercer. Hein. La commission, aucun journaliste, aucun syndicat va dire celui-ci, il a le droit, celui-ci, il n'a pas le droit. Et encore une fois, on en revient à l'esprit de la loi qui est comme... on le dit, une bonne loi est une loi qui dure longtemps. On n'a pas fait mieux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on définit un journaliste professionnel. Donc, ce journaliste qui a sa carte de presse va prouver avec ça qu'il fait partie de ce métier. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, il peut le prouver d'autres façons, avec des fiches de salaire, etc. Mais ça sera toujours plus lourd, plus compliqué pour lui à prouver, quoi. On peut peut-être faire un état des lieux en chiffres, là? Oui. Parce qu'effectivement, s'il y a plus de tension, c'est intéressant. Oui, alors effectivement, on voit l'évolution. Là, on a fait un tableau d'évolution des journalistes encartés de 2009 à 2018. Alors, on partait d'un chiffre, en fait, on partait de 37 000, qui était un peu un pic de mémoire. Donc, alors, on voit effectivement une légère baisse, hein, c'est incontestable, mais qui se stabilise, récemment. Alors, c'est lié aussi aux difficultés de la presse, à des fermetures de grands journaux, à des grands plans de départ. C'est ce qui explique effectivement parfois des chutes massives du nombre de journalistes encartés. Donc en 2018, là on a les derniers chiffres 2018, on n'a pas encore de chiffres 2019, même si ça va aller assez vite puisqu'on peut demander une carte de presse. On demande la carte de presse pour l'année suivante à partir du 1er novembre. Donc les demandes de carte 2020 vont se faire à partir du 1er novembre. Donc assez vite on aura les chiffres 2019. Voilà, donc effectivement on voit un rapport homme-femme moins d'écart entre le nombre de journalistes femmes et le nombre de journalistes hommes. Ça correspond parfois, ce genre de phénomène, à une précarisation du métier. Il faut que l'on constate aussi par les dossiers qu'on voit, puisqu'on voit les rémunérations. On ne peut pas dire on constate une précarisation certainement du métier. Oui, et d'ailleurs pour la première année, l'année dernière, il y a eu plus de premières demandes de la part de jeunes femmes. Et puis moi, je voulais compléter donc sur la diminution du nombre de cartes. Comme l'a dit Bénédicte, voilà, il n'y a qu'à prendre les grands journaux. Hein. J'ai cité l'Express tout à l'heure, Libération, la presse quotidienne régionale avec de grosses concentrations, des bureaux régionaux qui ferment. Donc ça fait beaucoup de monde en moins.
En revanche, ces pertes, elles sont compensées par une nouvelle forme de presse. On a dit qu'on reconnaissait beaucoup de sites Internet, énormément de sites Internet. Donc, il y a quand même de nouvelles embauches, de nouveaux supports. La presse est toujours un milieu très vivace. Il y a beaucoup de création de titres, même en presse écrite. Alors souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas des dizaines et des dizaines de journalistes. Les grosses rédactions, Bénédicte travaille au Figaro, moi à France Télévisions, donc c'est vrai qu'on fait un petit peu figure d'exception parce qu'il y a des grosses rédactions. Mais sinon, la presse est très, très éparpillée, hein. Vous avez des sites Internet, parfois avec 1, 2, 3 personnes. Et c'est vrai aussi un peu moins pour la presse écrite. Mais voilà, un secteur où il y a beaucoup de travail, qui embauche, où on donne beaucoup de cartes de presse, c'est la presse professionnelle. La presse spécialisée, hein, là, elle se porte plutôt bien. Et donc, il y a du travail. Tout à fait. Vous parlez des sites Internet. Est-ce que vous vous êtes intéressé aux blogueurs? Est-ce qu'il y a des blogueurs qui vous ont demandé la carte? Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, notamment dans les voyages de presse, qu'il y a un mélange des genres assez curieux quelquefois, où les journalistes se retrouvent avec des blogueurs. Et est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce qu'on vous a demandé la carte? Oui. Alors, voilà, la diapositive n'est plus là, mais le problème souvent, c'est qu'un blogueur, il travaille tout seul dans son coin. Il n'est pas employé par une entreprise de presse. Donc là, premier problème, hein, qui le rémunère? Alors, soit il n'est pas rémunéré. Voilà, premier problème. Il n'est pas embauché par une entreprise de presse. Deuxième problème. Comment mesurer son activité s'il n'est pas payé? Il passe 100% de son temps, il fait autre chose à côté, on n'a rien pour mesurer. Bon, voilà, donc déjà, ça élimine énormément. Encore une fois, on ne va pas juger sur son travail, hein. Mais j'ai quand même envie de vous citer encore mon exemple d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aux côtés des décrocheurs des portraits d'Emmanuel Macron, était poursuivi un vidéaste. Cette personne a filmé l'action donc des militants contre le réchauffement climatique. Il se trouve qu'il a été convoqué au commissariat et qu'il est poursuivi pour vol en réunion comme les activistes. Donc sa défense aujourd'hui, devant le tribunal, était de dire « Mais Madame la Présidente, vous vous trompez, je suis journaliste, je n'ai fait que filmer l'action. Vous ne pouvez pas me poursuivre pour vol en réunion. » Moi, je ne connais pas cette personne, je ne vais pas aller voir son dossier, etc. Ça le regarde et le tribunal décidera ce qu'il veut décider. Simplement, je crois savoir que justement, cette personne travaille pour un blog, une association, je ne sais pas trop. Mais si le tribunal, le procureur va dans le détail et chercher s'il c'est bien un journaliste professionnel, il aura du mal à prouver, encore une fois, de l'intérêt de la carte de presse. Et d'ailleurs, le procureur lui a dit, mais monsieur, sur vos images, on vous voit en train de dérouler une banderole. Voilà, elle est difficile, la limite. Alors, pour nous, c'est compliqué parce qu'on est aussi d'accord qu'il y a de nombreux jeunes journalistes avec ces nouvelles formes de presse qui apportent énormément de choses. Les sites comme Brut, etc., quand ils sont apparus, nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des Facebook Live, etc., comme on fait aujourd'hui. C'est une nouvelle forme de presse, c'est du journalisme ou pas. Donc, on a repris nos fondamentaux. Qui a fondé cette société de presse? À qui c'est destiné, etc. Est-ce que c'est à destination du public? Est-ce que les gens sont bien payés? Voilà, on reprend. Donc, par exemple, Brut, ces journalistes sont reconnus par la commission de la carte. Il y a des jeunes journalistes qui ont, par exemple, voilà, je ne vais pas citer son nom, mais il y a un jeune journaliste qui a énormément couvert les manifestations des Gilets jaunes. Manifestation des Gilets jaunes, très compliquée pour nous. Énormément d'images dans tous les coins, quoi. Comment on fait, nous, pour dire que quelqu'un est un journaliste? On est obligé d'avoir des preuves matérielles. Voilà.
On ne va pas juger de si c'est bien ce qu'il fait de suivre les Gilets jaunes, si c'est bien de suivre les CRS, etc. Il y a un jeune journaliste qui a justement réussi à apporter les preuves parce qu'il a vendu ses images. Il avait des images assez exclusives. Il a vendu à TF1, à France Télévisions, à d'autres. Et il avait à nous montrer des feuilles de pige. Donc, ce n'est pas impossible. Quand aussi certains disent « mais c'est impossible, on ne sera jamais reconnu », si. Je ne dis pas que tout est facile. Hein. C'est compliqué, hein, surtout d'entrer dans une profession. Mais il y a un moment, c'est comme pour les photographes, on peut vendre ses photos à un journal. Le journal va pouvoir vous payer. Donc oui, ça c'est des traces de travail, quoi. Donc c'est important. On est obligé de se baser sur des preuves. C'est bien le rôle de notre commission. On est une commission de professionnels. Notre rôle, c'est vraiment de vérifier professionnellement ce que font les gens. Et je répète, on n'est pas une commission de déontologie. On ne donne aucune sanction. Nous n'avons pas à juger de la ligne éditoriale ou du comportement de tel journaliste ou autre. On vérifie s'il fait un travail de journaliste. Et c'est pour ça que c'est composé de professionnels. Et ça, c'est, je pense, important de le rappeler. Et des sites, effectivement, comme Brut, au début, il y en a certains qui n'avaient pas de mention légale, pas de directeur de la publication. Donc, on leur explique, déjà, vous êtes presque dans les clous, mais il faudrait des mentions légales, un directeur de la publication, qu'on voit un petit peu sur votre site ce que vous faites. Et là, du coup, on les aide, ils nous appellent, on leur explique. Et ça permet, effectivement, à certains sites, tout d'un coup, d'avoir des cartes de presse. Alors, vous parlez de vérification qui se base évidemment sous l'égide de cette loi de 1935. Ne pensez-vous pas qu'elle aurait besoin d'être réactualisée, cette loi ? Alors nous, on a une jurisprudence. Hein. Évidemment, en 90 ans, hein, quand même, on a été obligé de s'adapter. Donc chaque année, la loi, elle évolue. Quand moi, je me réfère tout le temps à cette loi, c'est parce que c'est le cadre général. Mais après, on s'adapte énormément aux évolutions de la profession. Sinon, il n'y aurait pas 35 000 journalistes. Hein. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Ah, merci de te présenter. Alain Samperovski, ancien... Ah, attends. Micro. Alain Samperovski, ancien grand reporter à TF1, carte de presse numéro 48634. Première chose sur laquelle je voudrais rebondir, quand j'ai reçu ma première carte de presse, je l'ai d'abord montrée à ma compagne, puis à ma maman, tellement j'étais fier. Premier rebondissement. Deuxième rebondissement, quand il y a eu les radios dites libres en 1980, c'était tellement agaçant ces pseudo-journalistes autoproclamés, mais c'est rentré assez vite dans les rangs. Et là, je suis carrément en colère, et c'est mon dernier rebondissement, sur la couverture des Gilets jaunes, avec ces vidéastes autoproclamés journalistes, reporters d'images, grands reporters comme je l'ai été. Moi, j'ai jamais pris de coup de matraque parce que je ne suis jamais allé au contact des forces de l'ordre en les narguant, en les insultant et en leur faisant des signes malheureux qui les incitaient à me frapper. Je n'ai jamais été frappé alors que j'ai couvert des centaines de manifs. Là, maintenant, ils viennent, ils sont à 10 cm du visage des officiers de police qui commandent un escadron de CRS ou de gendarmes mobiles, et ils se prennent des coups et ils disent « Vous voyez, violence policière, violence de l'État, violence des gendarmes, etc. » Alors maintenant, ma question, c'est que doit-on faire de tous ces journalistes autoproclamés et surtout en même temps accrédités par les manifestants, donc par les Gilets jaunes, qui disent « Nous, maintenant, nous ne parlons qu'à nos journalistes parce que eux disent la vérité. » Donc tous les autres, hein, que ce soit les grandes chaînes nationales ou les chaînes d'information en continu, ça n'existe pas. La preuve, les journalistes, mes pauvres confrères de BFM ont été frappés, violentés, sur LCI aussi. Je vous remercie.
sur France Télévisions aussi. C'est très compliqué cette question parce que là, c'est une question beaucoup plus générale que la commission de la carte. Hein. C'est la crédibilité des journalistes, au même titre que la crédibilité des politiques. Il y a vraiment une défiance très grande envers tout ce qui pourrait représenter l'institution. Moi, je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas quoi vous répondre, hormis faire un travail de pédagogie envers ces jeunes journalistes qui, assez vite, pour certains, vont comprendre que justement, ce n'est pas pareil d'aller au contact, parce que ça, pourquoi très bien, mais d'avoir une position qui est militante. Mais voilà, donc trouver la bonne place, je pense que ça s'apprend pas seulement dans les écoles, mais on peut. Mais après, là, sur la reconnaissance du public, c'est très très compliqué. Hein. C'est très très compliqué. C'est-à-dire que, il y a un grand nombre de la population qui regarde plus les chaînes de télévision, qui lit plus les journaux, qui ne s'informe uniquement par les réseaux sociaux. Et vous savez ce que c'est, les réseaux sociaux. Hein. On est sur Facebook, vous n'avez que votre communauté. Donc, votre communauté, elle va vous transférer les informations qui vous intéressent, etc., etc. Je ne parle même pas des fake news. Hein. Je parle juste d'une communauté d'intérêt. Hein. Le reste, voilà. Mais voilà, c'est la démocratie. C'est vraiment la démocratie. C'est un grand mot, mais c'est la démocratie qui est en jeu. Enfin, il y a aussi quand même des études qui montrent qu'aux États-Unis, sur les territoires où il y a plus de presse régionale, parce qu'il y a des territoires entiers où il n'y a plus de presse locale, plus de presse régionale, ben, les votes conservateurs, voire extrémistes, ont bondi. Après, moi, je ne suis pas chercheuse, voilà. Il n'empêche qu'il y a des corrélations aussi. Parce que voilà, on peut reprocher énormément de choses aux médias mainstream, comme on dit. Bon, il n'empêche que jusqu'à aujourd'hui, en France, ils essayent de diffuser une information, en tout cas de donner la parole à tout le monde. Après, voilà. Oui, bonsoir. Isa Montfort, je suis journaliste indépendante pour un magazine. J'avais une question un peu plus générale. Est-ce que, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de l'ancienneté quand on a la carte de presse, est-ce que justement au bout d'un certain temps, d'une certaine expérience dans une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit presse écrite ou autre, quand on a la carte de presse, il faut avoir je veux dire, est-ce qu'il y a des salaires minimaux, par exemple pour des piges ou pas? Oui. Il y a des grilles de salaire qui sont différentes selon les formes de presse, effectivement. Il y a des salaires minima, effectivement. Il y a des salaires minima en fonction de l'ancienneté. Qui sont en fonction de l'ancienneté et de la forme qualification. De la forme de presse, de l'ancienneté et de la qualification de l'emploi occupé. Les grilles de salaire, elles sont disponibles pour les journalistes? Elles sont disponibles au syndicat national des journalistes. Sur les sites des syndicats de chaque forme. Spécialisées, mais elles sont un peu cachées. Ah non. Je pense que ça se trouve sur les sites de chaque syndicat de presse dont relève l'organisme pour lequel le journaliste exerce. Il y a la presse audiovisuelle, il y a la presse quotidienne nationale, et il y a effectivement des grilles qui correspondent. Je ne pense pas que ce soit vraiment caché. Hein. C'est que voilà, il faut juste aller chercher l'information, mais après, parce que oui. Merci. Je suis Nathalie Cinceau, je fais des relations médias, donc je ne suis pas du tout journaliste. Moi, j'aimerais savoir comment vous définissez l'entreprise de presse aujourd'hui par rapport à l'article que vous nous avez montré. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise de presse? L'entreprise de presse, effectivement, c'est défini. C'est en général, c'est une entreprise qui édite. Alors à la base, c'est une entreprise qui édite un journal. Au début, c'était un journal papier, mais qui édite, donc qui édite une publication. Et ça a été étendu au fil des années aux publications en ligne, donc aux services de presse en ligne. Donc c'est une entreprise de presse, c'est un éditeur d'une publication papier ou en ligne.
une société de production qui vend du contenu, une société de production qui vend du contenu, elle peut être entreprise de presse? Alors, elle sera, je pense, plutôt agence de presse. Ça dépend à qui elle vend son Brut, contenu. par exemple. Voilà. Ça dépend à qui elle vend son Voilà. contenu. Brut, on est un peu à la frontière, non? Oui. Voilà. D'accord. Et une agence Ça de dépend à presse. qui elle vend, c'est-à-dire que- Oui. Normalement, il faut que la majorité de ses clients soient justement de la presse. D'accord. Mm. Très bien, merci. Je vais vous poser une question. Alexandre pour Peps News. Vous avez parlé de déontologie tout à l'heure, mais alors pourquoi exiger des jeunes journalistes d'avoir un casier vierge et de montrer patte blanche pour la première demande? Alors, absolument. Alors c'est le seul moment où, alors, montrer patte blanche, en fait, il faut montrer sa pièce d'identité. Il faut effectivement montrer pour la première demande un casier judiciaire vierge, qui n'est pas d'ailleurs redemandé. Un casier judiciaire, pardon. Un extrait de casier judiciaire. La commission ne demande pas un extrait de casier judiciaire vierge. Elle demande un extrait de casier judiciaire. Voilà. Je vous laisse Oui, terminer. pardon. Et qui n'est pas redemandé, je crois, dans les Non, dernières c'est années. non. En fait, lorsque la commission a été créée et après, il y a eu très vite la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une commission d'épuration, qui est un pas très joli mot, mais qui s'est mis en place. Et on a demandé à la commission de la carte de presse de faire un peu le ménage. C'est la seule fois dans l'histoire où on lui a demandé quelque chose comme ça. Espérons que ça ne se reproduise pas, pour un petit peu faire le tri. Là encore, c'est pas un très joli mot, entre les journalistes qui avaient collaboré et les autres. Donc il y avait un questionnaire où on demandait aux journalistes quelles activités ils avaient eues pendant l'occupation. Et de là est venu, est-ce qu'il y a eu des condamnations, etc. Il s'est trouvé dans l'histoire de la carte de presse qu'il y a eu des journalistes qui avaient des condamnations sur leur casier judiciaire. Certains ont eu la carte de presse, d'autres ne l'ont pas eu. Mais ce n'est pas du tout un caractère qui peut vous empêcher d'avoir la carte de presse, en fait. Voilà. Tout à fait. D'autres questions? Bonjour, je suis Christine et j'écris notamment des articles pour plusieurs supports dans un domaine plutôt spécialisé qui est celui du milieu animalier. Je suis assez surprise de découvrir qu'il faut impérativement être salarié. Moi, j'ai fait ce choix pour justement écrire pour plusieurs supports et ne pas être bridée. Enfin, je veux dire, pas. Alors, Okay. est-ce que j'ai mal interprété effectivement vos réponses? Parce on n'a été pas assez précise. Il faut être payé en salaire. Pardon. Oui, je fais des piges, quoi. Je veux dire, voilà, je suis pigiste et c'est un choix. Je veux absolument pas être, voilà. Donc, en fait, salarié ne veut pas dire CDI, ne veut pas dire contrat durée indéterminée. C'est pour ça que je voulais la précision, parce qu'effectivement, on a le droit de pouvoir travailler pour plusieurs supports. Il faut être en salariat. Alors, c'est ça la différence, c'est payer, avoir un bulletin de paye. D'accord. Et donc, vous avez un bulletin de paye avec des cotisations sociales, donc au sens URSAF du terme, vous êtes salarié au sens URSAF, pas forcément au sens du droit du travail. Oui, c'est pour ça que vous avez bien un bulletin de paye, des cotisations, vous cotisez à la retraite, vous cotisez, et c'est ça que vous avez un statut salarié. Voilà. Même si vous n'avez pas de contrat de travail de salarié. Et ça, c'est tout à fait valable, bien sûr. Merci. En fait, là aussi, l'esprit de la loi, quand elle a été créée, c'était vraiment d'offrir la protection dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'établir un lien pour le journaliste, et pas qu'on le traite, qu'on le maltraite, justement. Donc, en fait, vous qui avez des piges, ça veut dire que vous pouvez, justement, votre employeur cotise pour vous, etc. Tout ça, c'est ça que ça veut dire, le salariat. Au contraire des auto-entrepreneurs dont on a parlé tout à l'heure. D'autres questions? Je vais juste faire un tout petit tour. Pardon. Il y a encore une question. Oui, avec plaisir. Oui, mais écoutez, merci pour toutes ces précisions. Vous avez beaucoup évoqué aussi les difficultés de la presse, donc un certain nombre d'entre nous avons été licenciés. Comment ça se passe après, justement, pour le chômage et comment est-ce qu'on peut combiner chômage ou pas?
La commission accorde la carte pour les gens qui ont perdu leur emploi pendant 2 ans. Il faut justifier d'avoir des indemnités chômage. Là aussi, ce n'est pas une question de double peine ou autre. Simplement, si vous avez des indemnités chômage, ça prouve que vous avez suffisamment travaillé, quoi. Et donc, nous, on demande que les gens aient travaillé au moins 2 ans. Mais c'est à peu près ce qui est aussi pour ça qu'ils auront 2 ans sans souvent d'allocation chômage. Voilà, s'ils apportent la preuve qu'ils sont inscrits à Pôle emploi et qu'ils ont des allocations, nous, on accorde la carte 2 ans, voire 3 ans, quand justement il y a une 3e année parfois de chômage et que le journaliste reprend quelques piges, même si elles n'arrivent pas à un demi-SMIC, on voit qu'il y a un effet. Voilà. Et s'il est toujours inscrit au chômage, ou s'il est inscrit à une formation, enfin, si on voit qu'il y a un début d'activité... là aussi, c'est toujours dans le souci qui est un pied dans la profession. Mais nous, notre souci, en fait, c'est que les journalistes gardent leur carte de presse, en fait. Contrairement à ce que beaucoup de gens en croient. Moi, parfois, je déplore que nos commissions soient à huis clos, parce que c'est extrêmement intéressant. Si vous saviez le nombre de journalistes qu'on rattrape par les bretelles, parce que ils gagnent 600 €, parce que ceci et tout ça, et on dit bon allez, on va l'aider, parce que quand même l'année prochaine, il va peut-être quand même. Et là, on est à la limite de ce qu'on peut faire, nous. Mais vraiment, nous, le but de la commission, c'est pas du tout de sanctionner ou d'enlever les cartes, quoi. Au contraire. Donc le conseil, c'est de tenter de présenter son dossier. Ah bien sûr. À chaque fois, et puis bien sûr. Toujours. Tout à fait. De voir éventuellement. Voire même de faire un cours. Parfois, on peut avoir une période un peu entre deux. Bien sûr. Mais présentez votre dossier avec toutes les pièces que vous avez. Faites un courrier circonstancié. Tous les courriers sont lus par les commissaires. Alors, je vais juste faire un petit point sur le traitement du dossier, sans faire tout, mais les dossiers arrivent et ils sont traités administrativement, savoir justement s'il y a l'extrait de casier judiciaire, etc. Pour les pigistes, s'ils ont envoyé les fiches de paye, etc. Mais ensuite, ce sont les commissaires, donc employeurs et salariés, qui étudient les dossiers. On n'étudie pas les dossiers pour les gens justement qui travaillent dans des grands médias et qui sont depuis 10 ans avec la même rémunération, etc. Ça, au bout d'un moment, c'est contrôlé par nos services administratifs chaque année, mais nous, on ne va pas faire d'enquête. En revanche, on va étudier les dossiers des pigistes, des premières demandes ou des cas un peu litigieux. Et là, on va lire le courrier, on va regarder les articles qui nous ont présentés, on va aller sur les sites internet, tous les nouveaux sites, on les regarde, on regarde les pages, on regarde depuis quand ils ont été créés, les journaux, il faut envoyer les justificatifs, on regarde les reportages télé, on regarde les émissions, parce que je ne vous dis pas le nombre d'émissions qui naissent chaque année et qui meurent et qui recommencent et qui sont faites par un peu de journalistes, pas de journalistes, etc. Voilà, c'est un gros travail. Mais pour dire que c'est très ouvert, n'hésitez surtout pas à présenter un dossier, évidemment. Et peut-être une dernière chose, qui est que on m'a proposé de travailler récemment pour les cahiers français, donc c'est la documentation française. Et je n'avais pas réalisé sur le coup qu'en fait, on est payé en note d'auteur, si je comprends bien. Payé en note d'auteur. Ouais. Et dans ces cas-là, est-ce que ça pose un problème? Ça n'est pas reconnu comme une pige, j'imagine. C'est effectivement un petit peu entre deux. Les journalistes payés en droit d'auteur, on les reconnaît de manière un peu limitée. C'est-à-dire qu'on va considérer que la première année où ils sont en droit d'auteur, on va leur donner la carte, parce que ça va leur permettre justement de dire à leur employeur, maintenant, payez-moi en salaire. Donc, on ne va pas les sanctionner parce qu'ils sont payés en droit d'auteur, parce qu'ils font un travail de journaliste. Ceci dit, donc on leur donne la carte la première année de la demande, ou s'ils ont 15 ans de métier et que tout d'un coup ils sont en droit d'auteur, on va leur donner la carte la première année où ils sont en droit d'auteur. Mais après, on ne va plus pouvoir leur donner de manière systématique. Toutefois, quand on voit... attention, parce qu'il y a aussi les droits d'auteur qui sont les droits liés aux repasses, vous savez, les repasses, par exemple, pour les photographes.
pour les photographes. Et ça, on reconnaît ces droits d'auteur-là, pour le coup. Hein, ces droits d'auteur-là sont des droits d'auteur qui, à l'origine, étaient le fruit d'un travail journalistique. Et ça, on reconnaît ces droits d'auteur pour la délivrance de la carte. Mais quelqu'un payé exclusivement en droits d'auteur pendant plusieurs années consécutives, on va cesser d'attribuer la carte. Mais là aussi, n'hésitez pas à demander, je sais que parfois c'est difficile, mais à l'employeur, en disant, moi, je souhaiterais plutôt être payé en pige. Mais c'est là où on arrive à la problématique de l'écosystème actuel. C'est que très souvent, les journalistes, je parle sous ton contrôle, n'ont pas vraiment le choix. Je sais. C'est-à-dire que quand ils demandent que ça, mais quand ils se trouvent confrontés à « si vous n'acceptez pas, je prends quelqu'un d'autre qui, lui, va accepter », compliqué, hein. Je sais, mais bon, là, c'est pas votre cas. Mais moi, on intervient dans les écoles où les jeunes journalistes n'ont pas de connaissance du marché du travail, et pour cause, ils n'y sont pas encore, et où ils vont pas se poser la question du statut. Donc, nous, notre but, c'est quand même de leur dire, et demander à être payé en salaire, en pige, et ne vous précipitez pas sur votre ordi pour vous déclarer auto-entrepreneur, parce que c'est tentant. C'est tentant d'avoir un numéro et puis de dire voilà, je fais des factures voilà, je suis mon propre patron. Voilà, donc, mais je pense que c'est pas votre cas, hein, mais voilà, vraiment nous notre rôle, c'est quand même aussi d'informer et d'essayer de demander. D'autres questions? Monsieur. Oui, mais personne n'avait lavé les mains avant moi. Bonjour, Jean de Bonny, vipévénements.com. Y a-t-il des étrangers qui ont la carte de presse, des étrangers qui travaillent en France, et quelle est la proportion? Bien sûr, il n'y a pas de condition de nationalité pour obtenir la carte de presse. Il faut remplir les conditions de travailler pour une entreprise de presse, être payé en salaire, effectivement. Une entreprise française. Une entreprise française, oui. Oui. Une entreprise de presse française. Oui. Mais la nationalité du demandeur, du journaliste, n'est pas une condition. Enfin, toutes les nationalités sont possibles, mais il faut une entreprise de presse française. Alors, en revanche, il peut arriver que certains pigistes travaillent pour des sociétés étrangères ou fassent des piges ailleurs. Alors, nous, justement, on n'a pas le droit de reconnaître ces revenus-là. En revanche, on ne va pas pénaliser le journaliste. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'il a 70% de presse étrangère. On va faire comme si ça n'existait pas. Donc, dans la mesure où le journaliste a suffisamment de revenus en France pour avoir droit à la carte, on va lui donner. Mais il faut quand même savoir qu'on ne reconnaît pas ces revenus-là. Il faut qu'il y ait quand même un demi-SMIC de presse française. Et après, on neutralisera la presse étrangère si elle est supérieure. Une question un petit peu générale. Quid de la formation du journaliste pour obtenir la carte de presse? Alors, Geneviève le disait tout à l'heure, le journaliste, c'est pas une appellation protégée, c'est pas un diplôme, c'est pas comme être avocat où il faut faire 4 ou 5 années de droit et puis passer le concours d'avocat ou médecin. On peut être journaliste sans avoir fait d'études. Et ça a toujours été, d'ailleurs. Ça a toujours été... il y a des parcours incroyables, hein, d'ailleurs, de journalistes qui n'ont pas fait d'études avant. Et alors maintenant, de plus en plus, effectivement, on voit beaucoup d'écoles. Alors, il y a des écoles reconnues, il y a des écoles pas reconnues, mais beaucoup d'écoles de journalistes fleurissent. C'est très bien aussi, évidemment, pour devenir journaliste, mais c'est pas une condition. Mais votre question, c'était sur la carte de presse? Oui, c'est ça. C'est pas une condition pour la carte de presse. Est-ce que le fait de sortir d'une école était une condition pour l'avoir? Absolument pas. Ouais, c'est pas une condition pour avoir la carte de presse. En revanche, les journalistes qui ont été formés dans des écoles reconnues par la profession bénéficient d'1 an seulement de carte stagiaire, puisque je ne sais pas si vous savez, la carte de presse, on l'attribue 2 ans, c'est une carte de presse stagiaire, et au bout de 2 ans, c'est une carte de presse titulaire. Les journalistes qui ont fait une école reconnue par la profession ne bénéficient que d'1 an de stage.
Une ultime question. Oui, encore deux. Est-ce que vous avez été consulté par d'autres pays pour copier le système ou est-ce que d'autres... Tout à fait. On est régulièrement consulté parce que, je l'ai dit, c'est une spécificité française. Nous avons été consultés par certains pays d'Afrique, par des pays d'Europe de l'Est, alors également par pas des DOM, mais des TOM, qui souhaitent... qui ayant un statut de plus en plus autonome par rapport à la France, souhaite mettre en place une carte de presse également autonome. Oui, très régulièrement, on est consulté. C'est d'ailleurs très intéressant parce que nous pose des questions qui peuvent paraître un peu étonnantes. Ils nous disent, mais vous ne dépendez pas de l'État ou d'un ministère. Et on dit, non, on est totalement autonome. On n'a pas d'autorité de tutelle. Ce qui, dans certains pays, est étonnant. Et donc, on sert effectivement de modèle. Tout à fait. Monsieur. Non. Ah. Merci. Concernant la grille de salaire dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'au sein de votre commission ou des commissions, vous traitez dossier par dossier et est-ce qu'à partir de ces dossiers, vous avez en interne une grille de salaire minimum pour pouvoir donner cette carte de journaliste? Ben, y a pas vous n'avez pas fixé en interne un minimum de revenus? Si, c'est le demi-SMIC dont on parlait. Donc environ 630 €. Alors on n'est pas à cheval sur les centimes et sur l'évolution du SMIC, mais on l'a pas beaucoup mis à jour, mais on reste sur 630 €, même si le SMIC a évolué. Exactement. Pourquoi on a retenu ce demi-SMIC? Puisque le Code du travail dit qu'il faut en tirer le principal de ses ressources. Donc au moins 50,1%. Donc on se dit, quand une ressource c'est un SMIC, donc au moins 50,1%, c'est un demi-SMIC. Donc on s'est dit, pour être journaliste professionnel, il faut avoir un demi-SMIC. Mais on est resté autour de 630 alors que le SMIC a évolué depuis. Voilà. Une ultime question? Non, je vous propose de remercier nos invités parce que ça a été très clair et on a eu beaucoup d'informations, je pense, sur l'obtention de cette fameuse carte de presse dont heureusement encore beaucoup rêvent. Merci à toutes les deux en tous les cas. Merci de nous avoir reçus.